suis Isabelle Petit, enseignante de mathématiques à J.H. Leclerc, et je vous lis aujourd'hui les 2 premiers courts chapitres de Le souffle de l'harmattan. Une lecture obligatoire quand j'étais au cégep, mais qui m'a suivie jusqu'à aujourd'hui, parce que l'écriture est poétique pour moi. Le narrateur est un jeune garçon. C'est d'ailleurs l'histoire de 2 amis, une histoire d'enfance, d'amitié, un petit peu dure parfois, mais pleine d'espoir. Et les mots me transportent, alors je vous le lis. Vous voudrez peut-être terminer la lecture éventuellement. Alors, le souffle de l'harmattan. Abeke Aksoum, c'était le plus intelligent de tous, parce qu'avec ça, il avait la naïveté et tout chez lui pouvait se faire. Les enfants, on est connus pour ça, on a des pouvoirs. Par exemple, dans mon assiette, un brocoli, c'est un orme. Les patates pilées font un château et la sauce, c'est l'eau des fossés. Et les haricots dans la sauce sont des crocodiles qui font peur aux ennemis. Dans le château, il y a un radis qui règne sur le royaume et une tour qui emprisonne une petite carotte marinée avec laquelle je suis en amour. Moi, je suis juste et je veux tuer le radis parce qu'il a beaucoup d'écus et que les paysans ont faim. Alors, je le bombarde avec les petits pois et une cuillère catapulte. Quand ça ne suffit pas, je prends la poivrière et je la fais neiger sur le château. Ensuite, je fais tomber la fourchette grille. Je mange un crocodile en passant, puis je tue le radis qui éternue. Je monte alors dans la tour pour délivrer la carotte marinée que j'aime plus que tout au monde. Comme je ne suis pas hypocrite, je bouffe le château, les ormes, les crocodiles. Je ne veux rien laisser dans mon assiette, aucune trace du vieux royaume, pour ne pas que les paysans souffrent. Ils ont déjà bien assez d'une mémoire. Après le souper, je replonge la carotte marinée dans son pot parce que j'aime bien la sauver à chaque repas. Ma mère, elle n'a jamais aimé ça me voir jouer dans mon assiette et un jour, j'ai eu des reproches parce qu'elle n'avait pas les yeux assez perçants pour voir mon royaume. Il faut comprendre que quand on accumule les années, tout devient de plus en plus vrai. Tellement vrai que bientôt l'invisible n'a plus place et que les royaumes s'effondrent. C'est alors qu'arrive l'adultère et son hypocrisie. L'adultère, c'est l'ère adulte, avec un passé d'enfant pris dans la roche. L'ère adulte annonce les glaciers et la fin des mammouths. Quand l'hiver et le froid sont dans la cour, c'est la panique, et ils font oublier tous les pouvoirs. C'est ce qu'on appelle la vieillesse. Il y a eu un exemple un jour qui s'appelait Midas, et qui changeait en or tout ce que ses mains touchaient. Pourtant, ce Midas était malheureux à cause de l'ère adulte. Il changeait son pain en or et aussi son eau, sans pouvoir s'arrêter. Tout devenait tellement vrai, la faim et la soif devenaient si vrais, que Midas ne savait plus quoi faire de ses pouvoirs. Après 1 semaine, il a abandonné parce qu'il préférait manger et boire. Midas n'a pas su grandir avec ses pouvoirs. Abeke Aksoum, lui, a toujours été fort. Tout petit, il est resté 60 jours sans manger à cause de la famine. Moi, quand je voyais ça à la télé, je me demandais pourquoi il fallait leur envoyer de la nourriture, parce qu'ils avaient le ventre enflé comme un ballon. Je ne savais pas que la nourriture avait rien à voir avec les gros ventres. C'est Abeke qui m'a expliqué que quand le ventre est vide, l'estomac prend ce qu'il y a de disponible autour parce qu'un estomac, ça n'arrête jamais. Quand le ventre est vide, ce qu'il y a de disponible, ce sont les muscles autour. Et quand les muscles sont digérés, ils ne sont plus là pour garder les organes à l'intérieur et c'est ce qui fait les ventres enflés. Si Abeke était parvenu jusqu'à moi, c'est à cause de l'eau qu'il s'était inventé pour survivre. Dans ce temps-là, Abeke n'avait que 4 ans, mais il savait déjà inventer l'eau quand le soleil donnait des coups de pompe sur l'Afrique et que tous les gens s'évaporaient. Les caméras filmaient tout ça parce que c'était un horrible spectacle. Abeke parlait parfois de Saba, sa petite sœur, avec une 2e voix qui ne sortait qu'à ces moments-là. Saba était tellement fatiguée qu'à la fin, elle n'avait même plus la force de fermer les yeux. Elle est restée comme ça pendant 5 heures sans cligner. Puis on a été obligé de les fermer pour elle. On a tous essayé de pleurer, mais c'était peine perdue parce qu'on n'avait plus assez d'eau pour faire des larmes. Ce soir-là, Abeke a grimpé sur une colline, car il se souvenait d'un insecte qui savait où aller chercher pour boire.
C'est un insecte qui s'expose au vent nocturne qui vient de la mer loin à l'est. Le jour, c'est pas la peine parce que le vent arrive du désert, mais le soir, il est chargé d'humidité et quand il frappe la carapace chaude de l'insecte, il fait se condenser dessus de petites gouttes d'eau. Au bout d'une heure, il se forme une grosse goutte qui coule de la carapace jusqu'à la bouche et l'insecte l'avale. Abeke, il a survécu comme ça, en se couchant sur le ventre et en offrant sa tête au vent du soir. Les gouttes se condensaient dans ses cheveux et quand c'était suffisant, elles formaient de petits ruisseaux qui dévalaient sur ses tempes pour arroser le lac desséché de sa bouche. Il a expliqué l'insecte à sa famille, mais personne ne voulait croire son histoire. Le manque de croyance les a tous fait mourir de soif. Quelques jours plus tard, des coopératifs internationaux spécialisés dans les exportations ont offert une autre mer à Abeke et il est venu ici, dans l'abondance. Quand il est arrivé, il n'avait que 4 ans derrière lui. On aurait pu le dénaturaliser canadien. On lui a appris le français, il a joué au hockey, il a monté à vélo, regardé la télé, il s'est fait crier des noms, a vomi de la tourtière, s'est étouffé avec le corps du Christ et quoi encore. Mais Abeke a résisté à tout, parce que malgré la déformation, il sera pour toujours un Africain dans l'âme, comme une roche est dure. Durant la vie entière, sa pensée s'est faite en Amérique, comme il l'avait promis. Personne ne peut envahir la pensée, parce que la pensée, c'est l'exil, et que chacun a l'exil qu'il désire. Abeke et moi, on s'est promis de visiter nos exils un jour. J'aimais Abeke. Il avait l'intelligence. En Afrique, il y a des zébus et on fait des chaussures avec leur peau. C'est affreux de penser que l'exil des zébus est lié à nos souliers. Abeke, ça l'enrageait parce qu'il était animiste. Moi, j'ai pas existé avant l'âge de 6 mois parce que jusque-là, personne ne voulait de moi. En plus, j'étais pas officielle parce qu'il n'y avait aucune trace de moi dans les registres. Personne n'avait vu mon nom, ni même l'empreinte de mon pied dans l'encre d'une fiche technique d'hôpital. Personne ne croyait en moi, même si j'étais née comme tout le monde, par la tête, en plongeant dans la mer à boire. Je croyais que ma première mère, en me voyant, avait été tellement déçue qu'elle avait voulu m'échanger, mais que ce n'était pas possible parce qu'elle avait jeté la facture. Ça expliquait pourquoi il était impossible de retrouver des preuves d'achat me garantissant. Chose certaine, j'étais le fruit d'un accident et ce fruit n'avait pas pourri. La preuve, c'est que je pourrais donner des fruits moi aussi plus tard si une femme de sexe différent désire mon union. Ma mère adaptative, elle n'a jamais voulu aborder ce sujet dans le vif parce qu'elle en avait trop à me cacher. Je la questionnais sur tout ce qui était initial à mon genre humain. Elle déclinait toute responsabilité en s'écartant du sujet et en sautant du coq à l'âne. J'essayais de la faire revenir au coq, mais elle s'accrochait toujours à l'âne. Heureusement qu'il y avait les copains, Abeke surtout. Il me racontait que pendant longtemps, même en Afrique, ça avait été un mystère parce que la fertilité ne s'expliquait pas. C'était un phénomène et il y avait des sculptures qui le prouvaient. J'ai vu un livre avec des sculptures de femmes noires, avec un gros ventre, de gros seins et presque rien d'autre. Moi, d'après ce que me disait Abeke, j'ai un petit aquarium au fond de mon ventre avec des poissons minuscules qui vivent dedans. Quand je mange, il y a un peu de mes aliments qui tombent dans l'aquarium pour nourrir l'espoir. Plus tard, quand j'aurai grandi encore un peu, les poissons seront devenus trop gros pour mon aquarium et en quête de liberté, ils nageront jusqu'à la lumière au bout du tunnel. Ce sera le début de la voie maritime. Après, si je suis dans l'union prolongée de cette voie, une série d'écluses mèneront mes poissons jusqu'au Grand Lac, loin, bien loin au sein du continent. Il n'y aura qu'un seul de mes poissons qui atteindra le lac supérieur. Il se métamorphosera, changera de forme, perdra ses branchies et ses nageoires deviendront des doigts. Quand il sera assez fort, il crèvera les eaux du lac et en sortira grâce à des contractions. Quand ce moment sera venu, j'espère que personne ne me reprochera leur sortie, parce que reprocher aux poissons leur sortie, c'est aller contre ce qui doit exister. Je suis contre les interdictions, l'étranglement, les coupures et autres trucs diminuants. En Afrique, ils ont ceci de diminuant qu'ils en coupent des bouts. Si j'étais africain, j'aurais l'âge pour qu'on me rétrécisse le prépuce, parce que le prépuce est vu comme le côté féminin de la médaille. Là-bas,
Les médailles n'ont pas d'envers à cause des croyances. Gustave Désuet dit que les parties sensibles des croyances sont en principe sous la ceinture. Il est terrible, ce Gustave Désuet. Monsieur Désuet, c'est un instruit qui a un jour pris son crayon comme un Amazonien prend sa sarbacane. La plume de Monsieur Désuet est pleine de curare et il ne se gêne pas. J'ai 2 livres de Gustave Désuet chez moi. Ils habitent sous mon oreiller. Céline, ma mère adaptative, me les a achetés dans un marché aux puces parce que je les voulais absolument. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces saletés? Il n'y a même pas d'image. Elle parlait comme si je n'aimais que les images. Une image ne vaut que 1000 mots, pas plus. Parce qu'une image, c'est plat, ça n'a que 2 dimensions et ça fait un écran à l'invisible qui n'est plus libre. Bien sûr, je ne comprends pas tout ce qui est écrit dans la tête de Gustave Désuet, mais je suis plein d'espoir. Avec Abéké, je me cachais et on lisait des bouts, puis on essayait de comprendre à quoi ça pouvait bien rimer. On se cachait parce qu'on savait que si les parents voyaient ça en détail, ils nous interdiraient de continuer et enfermeraient nos livres, comme on enferme les fous dans les étages astronomiques des hôpitaux psychiatriques, pour pas que les yeux des gens tombent dessus, parce qu'on a posé des étiquettes sur ces choses-là. Gustave, il veut exterminer toutes les méduses qui rendent aveugles nos regards pauvres en état d'âme favorable. Les infirmes, les obèses, les vieux et les putains sont pareils à nous et ils aiment se sentir voulus. C'est important parce que si on ne se sent pas voulu, on est une île si petite qu'on n'est sur aucune carte. C'était Le souffle de l'Harmattan. Bonne lecture!